Eh bien bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver et comme chaque jeudi c'est parti pour 01 Hebdo, votre débrief de l'actu de la semaine sur 01 TV. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous, bon jeudi à tous, voici le sommaire de 01 Hebdo. Nous allons découvrir ensemble ce drôle d'ordinateur. C'est un écran pliable, le ThinkPad Fold X1 testé par 01net. Que vaut-il ? Ça a l'air bien. Et puis Jérôme, je te propose de changer de miroir. Un miroir qui te rendra plus beau, qui en plus a des fonctions santé et il est français. On va revenir aussi, François, sur le CES 2021. On n'a pas tout dit de cet événement. On va s'intéresser aujourd'hui au gaming avec Aymeric Siméon. Et puis on terminera ce 01 Hebdo avec les nouveautés high-tech improbables mais toujours passionnantes de Jordan Cosino. Et encore une fois, cette semaine, ça m'a l'air prometteur. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a découvert et déniché. Bienvenue, c'est parti pour 01 Hebdo. Et bien sûr, on est ravis de vous retrouver. Vous le savez, quasiment une heure d'actu-tech toutes les semaines sur 01 TV. C'est 01 Hebdo avec, bien sûr, toute la rédaction de 01net.com qui est là en renfort, bien sûr. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on va retrouver Adrien Branco et Aymeric Siméon. On commence, comme chaque semaine, par la question 01 Hebdo Orange. Et d'abord, la question de la semaine dernière, François. Jérôme, on vous questionnait sur WhatsApp. Pensez-vous quitter WhatsApp ? Eh bien, écoute, on a un quasi-égalité. 50,5, 49,5. Oui, puisque c'est donc cette histoire de WhatsApp qui, désormais, veut partager les données avec Facebook. Mais une décision qui a été, cela dit, reportée au printemps. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Cette semaine. Alors, cette semaine, une question un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus gaie, quoique elle est quand même sous fond de pandémie. Donc, c'est pas forcément très heureux. Avez-vous acheté plus de produits high-tech depuis la pandémie ? C'est vrai qu'on reste plus longtemps à la maison, on a peut-être changé de PC, changé de télé. On a dépensé moins d'argent au théâtre, au cinéma, au restaurant. Et peut-être qu'on investit plus en fait dans nos objets high-tech. Donc n'hésitez pas à voter sur le compte Twitter de 01 TV. Bien sûr, on attend vos réponses pour cette question 01 Hebdo Orange. Et puis on vous pose cette question également parce que l'actu va nous montrer que la pandémie, eh bien, ça profite malgré tout à certains acteurs du numérique. C'est l'actu tout de suite. L'actu, comme chaque semaine, les petites news qu'il ne fallait pas rater. Tu as vu ma petite bouteille d'eau, je l'ai enlevée pendant le jingle. Tu es un magicien. Personne ne l'a vu. Tu es un magicien. Oui, je suis un peu le David Copperfield du plateau 6. du plateau 6. Oui, donc l'actu de cette semaine, et on commence par les excellents résultats financiers de ces boîtes américaines qui nous font rêver, que ce soit Apple. Alors, il y a aussi Microsoft qui a dévoilé d'excellents résultats financiers. Teams porte Microsoft. Incroyable. Azure, le cloud Azure, Microsoft Office, etc., etc. Mais du côté de chez Apple, Jérôme, tous les indicateurs sont au vert. Et oui, ils ont dévoilé hier leurs résultats trimestriels. Alors, c'est le trimestre 2021 pour Apple, sauf qu'en réalité, ça correspond aux 3 derniers mois de l'année 2020. Et oui. Tout est décalé. Alors, tenez-vous bien, mais sont encore des chiffres qui font tourner la tête. Plus de 111 milliards de dollars de fin résultats 2020. Fin 2020. C'est énorme. C'est 21% par rapport au trimestre précédent. C'est incroyable. C'est toujours plus avec Apple, toujours plus. Et c'est l'iPhone 12, bien sûr, qui porte les résultats financiers d'Apple à 65,5 milliards de dollars de revenus, rien que pour l'iPhone. Alors oui, tous les iPhones, toute la gamme iPhone, et c'est vrai que la fin de l'année a été marquée par la sortie de l'iPhone 12, décliné en 3 versions, et ça a fait du bien, évidemment, aux résultats d'Apple. Et c'est vrai que, du coup, on voit bien que la pandémie, ça les fait marrer, Apple. Oui, ça les fait marrer. En tout cas, bon, voilà, on va dire qu'ils surfent sur un bon, une bonne, comment dirais-je, un bon mood, quoi, en quelque sorte. C'est vrai que je dis ça les fait marrer, c'est un peu caricatural. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a les iPhones, bien sûr, mais il y a les services aussi qui se portent bien, parce que comme on est à la maison, on consomme plus de services, on achète plus de VOD, on télécharge plus d'applis, on prend plus de services payants, et puis il y a aussi les Mac qui se portent bien, parce que, le télétravail, on change de Mac, le précédent était moins puissant, on s'offre une nouvelle machine. Il y a la nouvelle puce M1 qui est arrivée, le premier Mac aussi, avec la puce M1, qui est une petite bombe atomique.
Moi, j'ai bien... tu m'as retenu de l'acheter. Hein. Oui, c'est vrai. J'étais à 2 doigts, là, il me dit non. J'ai calmé Jérôme. Attends, Jérôme, attends. Et puis là, je pense que je vais avoir du mal à le retenir. Hein. Pour la prochaine version, en plus, la prochaine version qui s'annonce intéressante, avec des vraies innovations. Hein. On parle de la disparition de la touch bar, d'un MagSafe, surtout pour le MacBook Air, hein, donc d'un capteur, un connecteur aimanté pour l'alimentation, etc. Bon, on en reparlera de tout ça. Voilà, donc pour Apple, tout va bien. Autre actu, qui est plutôt une actu économique, mais intéressante pour la France, c'est Huawei, Jérôme, qui va ouvrir, ça y est, c'est acté, hein. Huawei va ouvrir une usine dans l'est de la France. Exactement, ce sera à Brumat, près de Strasbourg, et ce sera la première usine du chinois Huawei en dehors de la Chine. Ils vont fabriquer des équipements 5G. Évidemment, à la clé, investissement économique pour la région. 200 millions d'euros, je crois, sur la table, hein, pour développer cette usine. Pas mal, des emplois. 300 emplois. Magnifique. Bon, on sent bien quand même l'opération séduction de Huawei vis-à-vis des autorités françaises. Hein. Et oui, c'est la question qu'on se pose, parce que c'est vrai que la 5G de Huawei, les équipements 5G de Huawei sont boudés par le gouvernement français. Alors cette usine aura un rayonnement européen. Hein. Il faut savoir que l'Allemagne est juste à côté. L'Allemagne est un très gros client pour Huawei, donc voilà, elle pourra desservir tous les pays environnants. Mais c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est étonnant que la France ait été malgré tout choisie par Huawei, alors que c'est vrai que Huawei n'est plus en honneur de sainteté chez nous. Mais derrière tout ça, Jérôme, il y a aussi, comme tu le disais, du lobbyisme. C'est-à-dire qu'on peut se dire, Huawei est là pour dire, voilà, j'investis 200 millions d'euros, je vais embaucher au moins 300 personnes, on va créer peut-être de nouveaux emplois après, parce qu'il y a les emplois directs et les emplois indirects. Donc c'est dire, écoutez, voilà, on est présent en France et on vous le fait savoir. Oui, ils ont déjà des points de localisation en France. Ils ont un centre de recherche. Tout à fait. Je crois qu'ils en ont même plusieurs. Ils en ont même plusieurs, exactement. Il y en a un à Paris. Oui. Aussi. Donc effectivement, quand on met tout ça, peut-être que ça facilite après les relations avec les pouvoirs publics français. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des interrogations quant à la possibilité d'espionnage de la part de Huawei, qui est une entreprise, même si elle s'en défend, historiquement assez proche du gouvernement chinois. Et il y a des choses assez incroyables. Je ne sais pas si tu as vu passer cette information, un rapport du renseignement militaire, ou en tout cas une remarque d'un haut gradé militaire qui s'inquiète en Bretagne de voir le nombre de mariages entre de jeunes étudiantes chinoises dans la région et des militaires qui travaillent pour le centre de renseignement de l'armée française en Bretagne. Tiens. Et oui, ça passe parfois par les histoires d'amour, ces choses-là. Il faut parfois un petit peu être vigilant. Et oui, tiens, ça pourrait être un bon scénario d'une nouvelle série Netflix. Complètement. Alors, cette usine fabriquera, Jérôme, tu l'as dit, des composants 5G, mais pas que, des composants 4G, 3G aussi, puisque la 3G est toujours là. Hein, donc voilà, c'est vraiment le cœur des réseaux qui sera construit pour l'Europe dans cette usine en France. Troisième info de la semaine, c'est encore un acteur chinois qui est à la une, c'est la marque Honor. Qui appartenait à Huawei auparavant, Jérôme. C'était la marque, on va dire, un peu numérique, un peu branchée de Huawei. Honor qui, durant de très nombreuses années, a été un petit peu le miroir de Huawei, avec des smartphones qui intégraient les technologies de Huawei, avec des designs sympathiques. Et comme cette marque était vendue sur le web ou par les opérateurs, les tarifs étaient plus bas que la marque, on va dire, principale, qui était Huawei. Huawei a été obligé de vendre Honor parce que, évidemment, comme il n'y avait plus les services Google... à cause du bras de fer avec les États-Unis, Honor était concerné finalement par l'interdiction d'utiliser les services Google. Alors, plutôt que de sacrifier... ils l'ont sacrifié finalement, puisqu'ils ont revendu la marque Honor à un consortium chinois, je crois. Tout à fait, oui, des investisseurs chinois. Voilà, qui reprend son autonomie, mais qui reste finalement dans le giron de la Chine. Et avec ça, ils ont réussi à sortir de la liste noire américaine. Et oui, puisque ce n'est plus Huawei. Et comme ça devient un autre constructeur chinois qui n'est plus pointé du doigt par les Américains, en fait, ce nouveau Honor
aura les services Google, Jérôme. Donc ça va tout changer pour cette marque. Voilà, et donc il y a un premier smartphone qui vient d'être annoncé, qui est le View 40, qui ne sortira pas en Europe apparemment, et qui aura donc les services Google. Donc c'est quoi? C'est Google Maps, Google Play Store, voilà, etc. exactement, c'est tous les services Google, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui sera comme les téléphones Samsung ou Xiaomi, etc. Chose intéressante aussi, on parlait de Huawei tout à l'heure, il y a une rumeur persistante, alors qui a été démentie par Huawei, tu as dû en entendre parler, Huawei qui souhaiterait peut-être se séparer de ses smartphones haut de gamme, la marque Mate, vous savez qu'il y a les Mate, alors Mate Pro, etc., et la marque P, les P30, les P40, etc. Et donc Huawei, c'est une rumeur qui a été dévoilée par je ne sais plus quel grand média, je crois que c'était Reuters, donc une agence de presse, qui donc pourrait se séparer de ces deux marques parce que justement ils n'ont pas les services Google, mais Huawei a tout de suite démenti en disant que ce n'était pas le cas. Donc pour l'instant, ils continuent leur histoire de leur côté. Cela dit, ils avaient démenti aussi la vente de Honor, et ça s'est fait. Donc, quoi les démentis Les démentis, bon, voilà. Enfin voilà quelques actus cette semaine qu'il ne fallait pas rater. Et puis, nous allons donc parler, François, maintenant. On va revenir à un sujet qui nous touche tous, c'est la santé connectée. Oui. On en a beaucoup parlé dans 01 Hebdo. On vous a souvent parlé des bracelets, des montres, etc. On a reçu des marques françaises qui sont très actives dans ce domaine. Eh bien, il y en a une autre que vous allez découvrir aujourd'hui. Voilà, un miroir connecté qu'on vous présente tout de suite dans 01 Hebdo. Voilà, nous sommes ravis d'accueillir Jean-Marc Druhen, directeur marketing de la société Barracoda. Enchanté. Bonjour. Jean-Marc, et merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Alors, un miroir connecté, c'est pas la première fois qu'on parle de vous, ça fait un moment que vous êtes dans le sérail, on va dire, de ces objets connectés. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit historique de Barracoda, s'il vous plaît? Barracoda, c'est un des leaders dans la tech française. On a commencé à être très actifs dans la santé, dans la prévention, avec une marque qui s'appelle Colibri, une start-up qu'on a développée il y a 8 ans. Qui fait des brosses à dents. Brosses à dents connectées. Voilà, qu'on avait dévoilée au CES 2014, qui depuis a grandi et qui depuis est arrivé dans les mains de millions d'utilisateurs grâce à Colgate. Puisque notre modèle chez Barracoda, c'est d'innover, de créer des startups, d'incuber ces projets, de les amener à un stade de maturité et ensuite de trouver un partenaire corporate dont c'est le métier de l'amener à un plus grand nombre pour avoir un impact significatif, car c'est notre mission chez Barracoda, c'est d'avoir un impact sur la prévention santé au plus grand nombre. D'accord. Et alors là, vous avez présenté au CES de Las Vegas, au CES 2021, Tout à fait. Et vous avez obtenu un prix pour un nouveau produit, qui est un miroir de salle de bain connecté. Il y en avait déjà eu un avant, mais là, c'est un nouveau modèle. Tout à fait. Donc, cette vision de Barracoda Daily Health Tech, qu'on appelle Daily Health Tech, qui est vraiment la vision de la santé, qui est comme une ligne qu'on trace au quotidien, et on aide les utilisateurs au quotidien à prendre soin d'eux. C'est ce qu'on a fait encore avec Themis, qui vient d'être primé au CES, qui est la 3e génération de nos miroirs connectés, développés et incubés au sein d'une société qu'on appelle CareOS chez Barracoda. Et on avait commencé par dévoiler les grands miroirs. Et cette année, en fait, on est ravis d'amener toute la technologie des grands miroirs incarnée dans un petit format de 10 pouces. C'est quoi? C'est la taille d'une tablette? C'est la taille d'une tablette, un peu comme un miroir de barbier. Et l'intérêt, c'est qu'il sera accessible à tout le monde au niveau du prix, puisqu'on va essayer de l'amener entre 400 et 500 euros, et qui sera intégrable dans n'importe quelle salle de bain, contrairement au grand miroir qui était un peu plus compliqué à installer. Ce qui est intéressant avec le miroir, c'est que c'est quelque chose qui est... qu'on doit pas installer, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre au poignet, c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser. En fait, c'est quelque chose, au bout d'un moment, chaque jour, on est en face de son miroir. Donc c'est ça qui est intéressant. On va oublier que c'est un objet connecté. C'est exactement notre vision chez Barracoda. On n'est pas dans le gadget, on parle souvent de l'IoT et des gadgets. Nous, on augmente des objets qui font partie des routines du quotidien, on ne crée pas des nouveaux produits. On s'intéresse à la brosse à dents, on s'intéresse au miroir, on s'intéresse au tapis de bain. En fait, vous modifiez des produits qu'on utilise au quotidien. Exactement. Et qui deviennent connectés. Qui deviennent connectés et qui aident les gens, les utilisateurs au quotidien à avoir des meilleures pratiques, des meilleures routines qui vont avoir un impact significatif dans la durée sur leur santé. Alors, pas un gadget, ok, mais ça sert à quoi ce miroir connecté? Ce miroir-là, il sert à... On en parle comme d'un assistant de bien-être et de santé préventive au quotidien. Donc en fait,
tous les jours, si la personne le souhaite, on va pouvoir identifier différents index de santé qui vont être la température ou l'analyse de peau. Il prend ma température juste Tout en à regardant. fait. Le miroir est équipé d'un certain nombre de capteurs, infrarouge, ultraviolet, avec une caméra. Et une caméra, évidemment, ça peut sembler bizarre dans une salle de bain. Donc ça, tout de suite, il faut savoir qu'on peut l'enlever. C'est l'utilisateur. Il y a un petit cache. C'est l'utilisateur qui décide de la mettre en route ou pas. Mais en coupant la caméra, je perds certaines fonctionnalités du miroir. Non, il y a toujours des applications. Par exemple, la température, si je coupe la caméra. Ça, par contre, oui. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais du coup, je l'ouvre, je fais un check-up, puis je la referme. Je fais un check-up, voilà. Donc, en fait, pour nous, c'est la première ligne. C'est le petit médecin à la maison, bienveillant. Alors, vous avez dit la température. L'analyse de peau, parce que c'est un gros sujet. Donc, nous, en fait, on est intéressé par l'observation des données et l'évolution des données. Donc, ça veut dire quoi, l'analyse de peau? On va, à travers un principe de caméra UV, on va pouvoir prendre des photos plus ou moins rapprochées. On va pouvoir voir l'évolution, par exemple, d'une tache de peau, par exemple. Et on va voir l'évolution dans le temps. Et si on voit qu'elle évolue, nous, on fait la première ligne, on fait de l'observation des données à travers la technologie. Et si on voit qu'elle évolue, on va pouvoir donner un signal à l'utilisateur. Et ensuite, il peut y avoir une deuxième ligne. Vous lui dites, attention, là, il y a un petit truc, il faut surveiller, aller le montrer au dermatologue. Et la deuxième ligne, ce n'est pas nous qui la faisons. On est complémentaires des praticiens et de la médecine, puisqu'on intègre des services de télémédecine dans l'écosystème Thémis. Donc, on est dans le domaine de la santé, on n'est pas trop dans le divertissement, ni même dans le cosmétique. Ça reste du divertissement, parce qu'on est dans la salle de bain, on est dans la routine du matin. Donc évidemment, on a intégré toute la dimension bien-être, beauté. Il y a du yoga du visage, par exemple, pour se relaxer. Il y a évidemment tout à il y a des tutos pour mettre sa crème. Il faut savoir que les tutos pour mettre sa crème, c'est extrêmement important pour l'efficacité du produit. Il y a des tutos beauté. Est-ce que je peux connecter ce miroir à d'autres objets connectés ? À ma balance connectée, à c'est notre vision. Ça serait bien que ça devienne un petit hub. Notre vision chez Barracuda, c'est que dans quelques mois, on espère même d'ici la fin de l'année, on aura donc l'écosystème Thémis avec l'interface utilisateur CareOS, dans lequel on va pouvoir connecter nos brosses à dents ou d'autres brosses à dents, puisqu'on est totalement inclusif avec CareOS. Et pareil pour connecter la balance. Les balances connectées, c'est quand même ce qui est le plus vendu aujourd'hui dans les salles de bain. On a aussi notre produit qui va arriver, qui s'appelle B-Balance, qui avait été primé au CES l'année dernière. Donc, ce soit nos produits, soit des produits d'autres partenaires, totalement ouverts. Qui se connecteront via des API. L'écosystème CareOS est totalement ouvert et on intègre via des API des partenaires tiers. Alors, on l'a dit, c'est donc un objet très intime, c'est dans la salle de bain, il y a cette histoire de caméra, etc. C'est un produit français. Les Français sont, on le sait, très vigilants sur toutes les questions des données personnelles, parce que c'est une question qui est dans toutes les têtes, et c'est aussi des obligations réglementaires. Vous prenez des précautions particulières pour que les données ne fuitent pas, pour que mon image ne s'en aille pas partout, ma température ne soit pas exploitée par des fabricants de médicaments, etc. Tout à fait. Alors nous, j'espère que vous ne tweetez pas les boutons de Jérôme, par exemple, le matin. Jamais de la vie. Nous, on est totalement précautionneux, voire psychopathes sur les données, évidemment. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous sommes privacy by design, c'est-à-dire que les données sont en local, elles restent en local d'abord. Ensuite, elles sont jamais partagées avec des partenaires tiers, ce ne sera jamais le cas. Et il y a un double consentement de l'utilisateur si jamais on décide de le partager avec un praticien, comme j'en parlais tout à l'heure. Il y a un double consentement sur le miroir et sur le téléphone. D'accord. Si je veux envoyer des données à un médecin. Si je veux les partager. Et sinon, ça reste en local. Okay. Il y a une notion divertissement. Par exemple, je peux regarder une petite vidéo YouTube en surimpression. J'ai vu que sur votre démo, vous pouvez avoir une petite vidéo. Je peux écouter de la musique, par exemple. On a intégré dans l'écosystème la radio avec un partenaire qui s'appelle Radioline, qui est d'ailleurs une société du groupe Barracuda. Et on a des tutos beauté, comme j'en parlais tout à l'heure, avec des partenaires qui développent des contenus. Très bien. Donc 500 €, enfin 500 €, c'est pas officiel. Entre 400 et 500 €. Voilà, vous aimeriez que ça puisse coûter 500 €. Sachant que notre modèle chez Barracuda, comme sur Colibri avec Colgate, c'est de trouver des partenaires industriels. En fait, donc aujourd'hui, le CES, grâce aussi à notre nomination, notre récompense, on a plein de discussions. Donc je ne peux pas dévoiler les noms aujourd'hui. Mais d'ici la fin de l'année, il y aura plusieurs distributeurs dans le monde entier qui vont distribuer ce produit. D'accord. Et pas forcément votre marque, en fait. C'est-à-dire qu'ils prendront votre technologie en marque blanche, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Oui. Très bien. Voilà, une belle entreprise française, une belle pépite française avec ce... Vous travaillez sur d'autres objets connectés santé, comme ça ?
On a plein de projets, puisqu'au cœur de Barracoda, c'est l'innovation, avec Daily Health Tech. Donc, en fait, ce qu'on a fait sur donc, il y a la brosse à dents, le miroir, on a le tapis de bain. Le tapis de bain Voilà. Connecté. Donc, c'était un... Qu'on met juste avant de rentrer dans la douche ou sur le... Qu'on met en sortie de douche, je dirais, entre la douche et son miroir, justement, sur lequel on va passer du temps. Donc, d'abord, on va se sécher les pieds, mais surtout, il va de manière totalement non intrusive, à travers les empreintes de pieds. Il va reconnaître l'utilisateur. Il n'y a pas d'écran, c'est un tapis de bain. Et il va collecter des données qui sont le poids, la composition corporelle et la posture, l'équilibre. Oui. C'est-à-dire que c'est une toute nouvelle façon de monitorer son corps. On pense que le poids, c'est juste un des index, mais qu'il y a la santé du corps, ça passe par l'équilibre, par plein de choses. Et qu'à travers cette vision holistique et non intrusive, on va régler pas mal de problèmes. Bon. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le parcours de la salle de bain, j'entre dans ma salle de bain avec tous vos objets connectés, je ressors, j'aurai, alors, pas un check-up, mais disons, quelques constantes de ma santé qui tous les jours seront monitorées. C'est ça l'idée et l'objectif. Tout à fait. Nous, c'est notre vision. À travers des objets du quotidien simples qui aident les... Beaucoup d'objets connectés dans la salle de bain quand même. Non, justement, c'est pas d'avoir des gadgets, c'est d'avoir les essentiels. D'où la brosse à dents, le miroir, le tapis. Si ça peut prévenir des maladies, des pathologies, ça peut être formidable. Hein. C'est tout l'objectif. C'est d'être une première ligne dans la santé publique et d'aider les gens à s'autonomiser au quotidien chez eux pour la prévention santé. Parfait. Très bien. Bah, super. Bravo. Merci beaucoup. Jean-Marc Druez, donc directeur marketing chez Barracoda. Encore une petite Merci d'être passé nous voir. Très heureux de vous présenter. Merci pour l'invitation. Dans 01 Hebdo, Jérôme, on va tout de suite découvrir une autre belle innovation spectaculaire. Un ordinateur étonnant. Vous avez aimé peut-être les smartphones à écran pliant. Eh bien, voici l'ordinateur à écran pliant. Le monde de l'image avec Adrien Branco de la rédaction de 01net.com. Bonjour Adrien. Bonjour. Ça va bien ? Salut Adrien. Mais on va aller au-delà de l'image aujourd'hui. Ah oui. Alors on va sur un drôle de produit qu'on a vu au CES 2020. Alors, il avait vraiment fait un peu la sensation lors du CES 2020. C'était quand même... Est-ce qu'il va être en plein écran? Est-ce qu'on va bien le voir? Parce que c'est toujours le démo effect. Oui, je me souviens, il était dans une vitrine. Dans une vitrine, il était intouchable. Qui était intouchable, voilà. Mais là, on présentait toutes les configurations possibles. Et il y a un problème avec ce produit, et il y a des trucs formidables avec ce produit. Donc, c'est clairement pas un truc qui laisse... Indifférent. Vous vous rappelez du premier Galaxy Fold de Samsung? Tout à fait. Alors, la presse américaine qui n'avait pas bien compris qu'il y avait un film de protection. Oui, qui avait commencé à voilà. Ils sont bizarres, ces journalistes américains. Ouais. Alors là, il ne faut pas du tout en parler à Nicolas Lelouch, ni à Raphaël, qui eux avaient bizarrement bien compris. On peut peut-être parler d'exception culturelle. Bon, là, il ne veut pas démarrer, donc vous avez sans doute des images. On va quand même montrer le machin. C'est quand même effectivement un ordinateur qui se plie. Ça y est, avec un écran OLED. La stack logicielle, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. On sait bien que l'écosystème de Windows, incroyablement plus complexe que celui d'Apple. Les compatibilités, les drivers et tout ça. Là, le travail fait par Lenovo et Microsoft pour l'intégration du double écran, c'est très bien. Mais alors, c'est quoi? C'est du Windows? Alors, c'est du Windows. C'est une plateforme dessous dont vous avez peut-être entendu parler. Vous avez entendu parler de Lakefield ou pas? Ah non. Intel a réalisé a conçu un processeur qui se rapproche un peu des puces ARM. Vous savez, une puce, dedans un cœur très puissant et 4 cœurs pas très puissants. Mais là, dedans, il y a un cœur Sonico qui envoie un petit peu et 4 petits cœurs atomes. Vous vous rappelez les atomes, ces petits processeurs? Non. Et c'est quoi l'intérêt de ce truc? C'est un processeur qui intègre la mémoire vive, les 4 processeurs basse consommation, plein de choses, pour pouvoir libérer la place pour avoir un écran pliant. Là, je pense Mais on se retrouve malgré tout, malgré cette nouvelle architecture de puce, avec un Windows traditionnel. Avec un Windows traditionnel, donc il n'y a pas les problèmes de compatibilité qu'on peut rencontrer avec. Je peux télécharger tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Alors, c'est pas un M1. C'est pas une puce hyper performante, c'est une puce plutôt économe. Mais le problème de la puce économe, c'est qu'elle se retrouve en compétition avec un gourmand écran OLED. Alors quand on a fait, vous savez peut-être que nous avons le Groin, notre générateur de rapport 01net. On va souligner quand même l'immense travail de Lionel Morillon ici, qui nous permet d'avoir des outils de comparaison. C'est d'un point de vue informatique, c'est un plutôt mauvais ordinateur. L'autonomie n'est pas géniale, vraiment. Mais ça sent un peu le proof of concept quand même, non? Ce qu'il y a, moi si je vais le qualifier, c'est un prototype
dont l'industrialisation a été réalisée. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire un produit fini. À 2800 €, voilà, on va le voir. Ah, ça coûte 2800 € en plus. Ça coûte 2800 €. Alors je ne sais pas si, voilà, ça fait quand même un grand et bel écran, ça fait une grande et belle tablette. Voilà, ça y est, magnifique. Voilà, donc c'est quand même assez bien sûr impressionnant. Ça reste qu'avec le clavier, c'est quand même une utilisation un petit peu bancale. C'est-à-dire qu'on se retrouve, donc c'est vendu par Lenovo, c'est sous la gamme ThinkPad. C'est le haut de gamme de Lenovo. C'est la version pro, c'est du matériel professionnel. C'est un peu l'ordinateur prestige, voyez. Oui, ça. Bon, il n'empêche que je pense à l'exécutive qui veut son ordinateur prestige et qui a oublié son clavier. C'est le truc du PDG qui n'utilise pas son ordinateur, en fait. En fait, c'est ça. Voilà. On a un bel écran 7 pouces, c'est assez pratique, effectivement. On a un petit ordi. Moi, il me fait penser, si je devais le réestampiller, imaginez-vous, plongez-vous, le Sony Vaio des années 2000, qui faisait rêver du futur. On y est. Il est un petit peu plus épais que le Vaio, parce que le Vaio, à l'époque, battait des records de finesse quand même. Oui, mais là, il y a un écran qui se plie, il y a une batterie. Je trouve que les bords de l'écran, surtout quand il est plié comme ça, c'est... Voilà. Donc, ça fait années 2000 quand même. C'est d'une démonstration technologique. Lenovo prouve quoi? Lenovo prouve on peut concevoir, sourcer et intégrer des écrans pliants, des écrans pliants dans des ordinateurs finis. Maintenant, nous, ce qu'on attend vraiment, c'est la V2, le vrai V2, avec vraiment... Qui servent à quelque chose. Voilà, tout à fait. Pourquoi? Parce que là, si objectivement on le sort, waouh, l'effet, waouh, j'ai pas le même ordinateur que toi. L'effet aussi, lecture peut être très pratique, hein, quand on est en mode côte à côte, avoir consulté, voilà. Mais pour l'instant, l'OS, même si la partie driver est bien gérée, l'OS, à la base, il n'est pas fait pour ça, donc il passe son temps à faire des rotations quand on l'utilise. L'autonomie, on l'a vu, c'est un écran OLED, hein, c'est gourmand les écrans OLED. Rappelons la différence entre les écrans OLED et les écrans LCD. L'écran LCD, on peut vraiment le faire largement baisser en régime, parce qu'il suffit de baisser un petit peu la fréquence de rafraîchissement. Là, il passe son temps, l'OLED, Organic LED, passe son temps à émettre, donc on est à 6 heures d'autonomie. Ouais. Bon, alors on sort de quoi? On sort du traumatisme 2020 d'Apple avec son processeur M1. Qui fait quoi? Qui fait des ordinateurs qui durent 20 heures. Et là, on se retrouve avec un ordinateur qui est plus cher, qui a une démonstration technologique impressionnante de cet écran OLED pliant, mais qui ne va pas avoir du tout la même endurance, ni la même performance, ni les mêmes conforts de travail. Donc, on est vraiment dans un super prototype. Ouais, et puis en plus, c'est super épais quand même. Hein. C'est très épais. Je veux dire, c'est... Alors, on va peut-être le voir par rapport à ma tête, je sais pas. Regardez quand même l'espèce de gros sandwich que ça représente. Ouais, c'est très épais. Ouais. Peut-être un outil métier, enfin dans certains... J'y crois pas, parce que les écrans pliants ont quand même... Comme il y a une partie mécanique supplémentaire, qu'est-ce que cela apporte? Ça apporte une fragilité. Alors, imaginons qu'on a un usage auquel j'ai pas pensé, dans lequel le terminal tombe, est trop utilisé, l'ouverture se ferme. Moi, j'y crois pas trop en termes de métier. Commercial, non? Moi, je vois pas pourquoi ça en jetterait plus. Alors effectivement, il y a ici, on a quand même les teams Apple et les teams Windows Android. Donc c'est très bien que je suis plutôt team Windows Android. Mais on va dire quand même que si je veux avoir une tablette professionnelle qui fait le boulot, je prends un iPad. La qualité d'image de l'OLED, c'est toujours assez bluffant. Est-ce que c'est agréable, par exemple? Est-ce qu'on peut se regarder une série tranquille? Faisons encore. Ça fait cher, 2008. On peut le faire. Effectivement, dans l'avion, on va pouvoir dérouler. Waouh, le gros truc. Bon, on va pouvoir regarder 7 heures de vidéo. Il faut être en business avec ça, parce qu'autrement, si t'es en écho, tu passes pour... Ça passe. Promis, ça passe. J'ai déjà fait du 15 pouces Alienware en écho. Ça passe. En étant vraiment nerd. Moi, ce que je regrette, c'est la luminosité qu'on a mesurée, qui est plutôt faible. Voilà. Donc, ça passe très bien en intérieur. Dans l'avion, en business, parce que monsieur dégoût de luxe. Mais par contre, à l'extérieur, c'est vraiment plus gênant. Une fois de plus, là, un iPad va être supérieur. Une fois de plus, un Lenovo ThinkPad X1 Carbone, au même prix à 2800 €, fera beaucoup plus le job. Il ne s'agit pas, pour moi, d'un produit fini. Il s'agit d'une démonstration technologique, d'une démonstration d'industrialisation. On est les premiers, ou parmi les premiers, à intégrer la nouvelle plateforme Intel. Donc, ils explorent. Ce que je regrette, limite, c'est qu'il est commercialisé, parce que vous voir quelqu'un qui me dit « Ah, je l'ai acheté à 2800 €, c'est génial », t'aurais mieux fait d'acheter un vrai PC. Ils essayent un peu de maintenir leur leadership. Lenovo, c'est eux qui avaient aussi fait les premiers, le yoga, là, le truc qui se replie Lenovo entièrement. A une particularité. Là, on peut les célébrer sur ça, parce qu'ils ont une politique informatique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent. C'est pas la tour d'ivoire Apple où ils mettent 8 ans à sortir un produit. Ce sont des explorers. Mettons à leur crédit aussi l'intégration des premiers processeurs Qualcomm pour ordinateur. Donc, il faut défricher. On a le Qualcomm 8CX, là j'en ai un, je commence à le tester. Les performances sont bien supérieures à ce que ça a été par le passé. Non, on n'est pas encore au niveau du M1, mais c'est plutôt l'intégration logicielle. Et à chaque fois, Lenovo essaye.
Voilà. Le problème, c'est que dans cette démarche-là, il y a forcément des gens qui payent, les pots cassés ou pas, mais qui payent en tous les cas. Et c'est très difficile à l'époque, et on l'a sabré, de conseiller un Snapdragon 835 où Windows était vraiment trop lent. C'est très difficile de le conseiller. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Je pense qu'il y a peut-être un changement de mentalité à avoir. C'est au lieu de faire payer un petit peu la R&D à gauche à droite en tâtant le marché, prendre peut-être des risques un peu plus larges, un peu plus gros, expérimenter plus en laboratoire et peut-être un peu moins dans les magasins. Adrien, finalement, c'est aussi une manière pour Lenovo de marquer sa différence technologique. Et puis, bien sûr, je pense qu'ils savent qu'ils ne vont pas en vendre des milliers et des cents, mais ils savent que les médias vont reprendre ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs. Même si il faut être très critique dès le départ. Ce que tu fais, d'ailleurs. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que tous ces... Mais on parle de Lenovo. Les produits, comme les Yoga qu'il y a eu en Snapdragon 835 et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Et là, de plus en plus, la démarche de lancer plein d'itérations, de trucs où on teste, on ne va pas parler ici de changement climatique, on en est quand même, on n'est pas Complotland, on sait que ça arrive, on sait qu'on a trop de déchets électroniques, qu'on a trop... Il serait peut-être bon que dans l'industrie... Est-ce que ça a un intérêt de sortir ce truc-là alors que ça ne vaut pas le coup, vraiment ? C'est pas très éco-compatible. J'en trouve zéro, à part la démonstration technologique qui a du sens du point de vue industriel. Attention, c'est un produit fini qui est rechargeable, qu'on peut acheter. Comme dit François, l'élément de communication. Un élément de communication. Oui, eh bien moi je suis désolé de le dire, je m'excuse, mais que là moi je trouve que c'est un élément de communication négatif et qu'il est le temps que dans l'informatique ils prennent leurs responsabilités pour sortir des produits un peu plus finis, quitte à explorer en laboratoire un peu plus longtemps. Tu n'as pas tort. Écoute, voilà, on a fait le tour et rappelons que pour ce budget, 2800 €, on a vraiment on s'achète. Du si vous êtes Apple, vous achetez portable. un iPad Pro ainsi qu'un MacBook Air. Alors vous allez dire ça fait les deux en un. Non, parce que finalement ça fait un peu moins. On n'est pas sur une plateforme très performante, on n'est pas sur une plateforme très endurante, on est sur un écran pliant, comme pour la 3D à l'époque, rappelez-vous. Une nouveauté technologique ne fait pas un argument commercial, ne fait pas nécessairement des usages pertinents. Non, mais ça fait du buzz au CES et c'est bien, c'est amusant. Exactement, et on verra la V2 l'année prochaine. Je voudrais seulement mettre un tout petit bémol sur les écrans pliants. Pour avoir pas mal essayé le Fold, le Galaxy Fold, il se trouve que dans ce format smartphone, se retrouve avec quelque chose qui rentre dans la poche et qui derrière donne un écran de 7-8 pouces. Là, moi, j'ai vraiment senti l'intérêt. Dans l'informatique, j'ai du mal à le percevoir. Merci Adrien. Voilà le Lenovo ThinkPad Fold X1. Fold X1. Eh oui. Merci beaucoup Adrien. On va tout de suite rester dans le monde du PC. Tiens, le budget de 2800 €, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en matière de gaming pour celui-là ? Et oui, qu'est-ce qui était présenté au CES et puis qu'est-ce qui va arriver prochainement ? On voit ça avec Aymeric. Aymeric Siméon, notre monsieur gaming, bonjour. Bonjour Aymeric. Alors vous avez vu, là, on est quand même PC, PC du futur avec Adrien. Là, on va rentrer un peu plus dans le concret, des choses qui valent vraiment le coup si on a un peu de budget, qu'on a envie de se faire plaisir avec à la fois un PC fin mais puissant. C'est l'une des nouveautés. On va pas parler que de ça, mais c'est vraiment aussi une grosse tendance qui va se développer pour l'année 2021. C'est du fin et du puissant. Alors c'est fin, puissant, voilà, c'est ça en fait. Que ce soit chez AMD, que ce soit chez Intel ou que ce soit chez Nvidia, tout le monde est au diapason. Le PC de gaming doit perdre un petit peu de poids et un petit peu d'étoffe. Donc on appuie dessus. Essayer de le faire un peu maigrir. Alors, c'est effectivement la tendance de ce CES 2021 qu'on a vu à peu près partout. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le CES a suivi la tendance de 2020 en matière d'utilisation. C'est soit on vous présentait des trucs pour télétravailler à la maison, soit des trucs pour jouer. Oui, où on travaille, où on joue, mais il n'y a pas eu toutes les gammes grand public n'ont pas été, on va dire, remises au goût du jour encore. Ça va arriver pour le printemps. Je pense qu'ils ont voulu fragmenter. Et donc effectivement, dans la gamme du gaming, on a voulu allier la mobilité, l'ultra mobilité même, à la possibilité de jouer. C'est une promesse qu'on nous fait depuis des années, d'avoir un PC portable qui soit fin, puissant, endurant, etc. Mais en fait, personne n'y arrive. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. Donc là, on va commencer à avoir des machines qui, elles, pour le coup, pourraient bien remplir à peu près toutes les cases, cocher toutes les cases et remplir ses promesses. Voilà. Donc il y en a pas mal. Donc Lenovo, Asus, MSI, Acer,
tout le monde a le sien ou presque, ou en tout cas va avoir le sien, ça c'est certain. Et effectivement, il y a des machines qui sont assez impressionnantes et puis assez alléchantes aussi. Et comment se fait-il qu'ils arrivent à faire aujourd'hui ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant? Le progrès technologique. C'est ça. Le miracle, c'est ça, un truc qu'on appelle la techno. La loi de Moore, tout ça. Ouais, la loi de Moore, c'est un non, truc. mais c'est les évolutions en matière de processeurs. Tout à fait. Et puis c'est en matière de conception et de gravure, de finesse de gravure. Aujourd'hui, on arrive à faire rentrer de plus en plus d'éléments dans des circuits de plus en plus petits, mais qui consomment de moins en moins ou qui consomment pareil que les autres, mais tout en étant 2 fois ou 3 fois plus puissants. Voilà, je vous l'ai fait simple, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'étendre sur le sujet, mais voilà. Donc c'est grâce à ça. C'est aussi parce qu'on arrive à concevoir des composants électroniques, notamment au niveau de la gestion de l'alimentation, etc., qui sont beaucoup plus fins, qui arrivent à gérer les besoins de façon beaucoup plus précise. Voilà, c'est très granuleux tout ça. C'est-à-dire que quand il faut 1 pouillème de volt, c'est 1 pouillème et pas 1. Alors qu'avant, on aurait plus eu tendance... les usages aussi. C'est ça. Je fais du Word, j'ai pas besoin que mon processeur il tourne à plein pot. C'est ça. Donc, en revanche, je vais lancer une vidéo 4K ou je vais lancer un jeu. Là j'ai toute besoin la un peu puissance. De patates. Voilà, exactement. Et il y a aussi, et ça c'est une grosse tendance, de plus en plus d'IA mis au service du PC, notamment dans la gestion, dans le comportement des composants. Alors c'est sûr, ça ne va pas chercher très loin, mais c'est juste, comme tu le disais très justement, je fais du Word, le PC détecte que je fais du Word, il y a un petit algorithme qui lui dit bon, c'est bon, vas-y Coco, cool. Tu peux dormir. C'est bon, on y va, réduis la voilure, c'est pas la peine non plus de t'affoler. Hop, tout le monde se met un peu en stand-by, ça fait baisser les ventilateurs, ça fait baisser la conso, la chaleur, etc. Du coup, globalement, ce sont des machines qui consomment moins d'énergie, ce qui est quand même bien. Moi, je me souviens des PC gaming avec les énormes, on mettait une 2e alim pour la carte graphique, sur un portable. Enfin, c'est pas des choses qu'on voit d'un bon œil aujourd'hui. Alors effectivement, sur le haut de gamme, on va continuer quand même à avoir des grosses alims. Mais c'est vrai que par exemple, là, je vous ai amené, il est arrivé il y a à peu près 1 heure. Voilà, il est arrivé il y a 1 heure. Il sort du four. Ah, quasiment. En plus, c'est même pas une version. Alors, on peut pas montrer, mais il y a des étiquettes qui montrent que c'est pas une version finale. Voilà. D'accord. C'est quelle marque ça? Ça, c'est Asus. D'accord. C'est le Rockflow X13. Donc et ça, c'est un peu. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est un peu le futur du PC gaming pour, on va dire, un usage homogène. Alors celui-ci, voilà, avec ce que j'ai dans les mains, on va pouvoir jouer à des jeux e-sport. On va pouvoir jouilloter un petit peu à des AAA sans trop pousser. Par contre, ce qui va être sympa, c'est que, notamment pour celui-là, Asus a développé une carte graphique externe. Alors vous allez me dire, c'est gros, c'est lourd et tout. Non, en fait, elle ne va pas être plus gros qu'un adaptateur secteur. Elle pèse 1 kg, elle fait 20 cm sur 15 et elle servira aussi à alimenter le PC. Et à l'intérieur, on va avoir la dernière des RTX de Nvidia. Donc ça veut dire que quand j'arriverai à la maison... En plus de la lime de base? Non, tu n'as plus besoin de la lime de base. Et la carte graphique est déportée dans l'alimentation. Voilà. Mais ça, je choisis. Soit je prends une alim de base sans la carte graphique, je vais payer ça moins cher. 1 800 € à partir de celui-là. Mais si je veux, je m'achète en option une alim avec une carte graphique qui est ultra puissante. Qui est dedans, voilà. Enfin, tu t'achètes un bloc qui ressemblerait à un adaptateur secteur, sauf qu'à l'intérieur, il y a une carte graphique qui est cachée. Et lui, je le transforme en super PC station de jeu. Et en plus, quoi. le truc qui est rigolo, c'est que c'est pas un PC portable gamer, c'est un hybride pour les gamers. Parce qu'en fait, comme tous les hybrides, ah oui, c'est d'accord. Donc ce qui fait que quand tu vas arriver à la maison, tu vas te le mettre comme ça, tu vas brancher ta carte graphique externe, que je n'ai pas parce qu'elle n'est pas encore commercialisée, tu vas pouvoir raccorder ton clavier, ta souris, et en avant, j'ai un écran 13,4 pouces Full HD, qui me permettra tout à fait de jouer. Et à l'intérieur, j'ai les derniers... C'est pas énorme quand même. Comment ? C'est pas énorme pour jouer 13,4. Bah écoute, tu vois, c'est de la Full HD. Ça suffit largement à 90% des joueurs, surtout en mobilité. La plupart des gens vont l'utiliser, je pense, en station de travail on aperçoit sur les images derrière la carte graphique dont tu parlais. Voilà, c'est ça, qui va être connecté en fait ici, là derrière le petit cache. Et en fait, Asus a développé sa propre interface, alors qui est basée sur des standards, mais ils ont quand même été obligés de créer quelque chose parce qu'il n'y avait pas assez de puissance dans le Thunderbolt d'Intel pour faire ce qu'ils voulaient. Donc ils ont dit bon, alors on va quand même utiliser le Thunderbolt, mais on va quand même bidouiller un truc à nous. Et la chose qui est pas mal, c'est qu'ils ont prévu de pouvoir éventuellement, si d'autres le souhaitent, leur fournir les plans pour pouvoir intégrer cette connectique. Donc voilà, ça c'est le premier, mais toute la tendance
est comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que les ultrabooks traditionnels vont disparaître au profit de ces machines? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher, ça? Ça coûte 1 800 € et c'est pour un usage à partir de. Quand même. 1 800 € et c'est pour un usage quand même très précis, c'est du gaming. Et puis, il faut quand même voir, bon, elle est discrète, mais bon, elle est quand même assez estampillée gaming. Bon, même s'ils font de gros efforts, hein, on est quand même loin d'un ultra portable, assez standard, classique. Mais 1 800 €, c'est... C'est le prix d'un ultra en 13.3, mais qui va être beaucoup plus fin, qui ne va pas avoir les mêmes composants, parce que là, à l'intérieur, j'ai quand même un vrai processeur j'ai un Ryzen 5000 à l'intérieur, donc c'est les derniers processeurs d'AMD qui est fait pour le jeu, alors que dans mon ultra portable, je vais avoir un processeur qui n'est fait que pour travailler, faire des tâches classiques et du très basse consommation. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a entre la bureautique classique et le gaming, il y a aussi tout un monde d'applications professionnelles qui requièrent de la puissance, y compris en... Voilà, que ce soit pour faire de l'encodage, etc. Par exemple, ça pour du montage vidéo, c'est très bien. Ouais, parce qu'en plus, tu as une carte graphique dédiée, donc tu vas pouvoir, si ton logiciel le prend en charge, dire au processeur graphique, toi tu t'occupes de ça, le processeur va s'occuper de ça, et puis tous les deux, ils vont faire leur cuisine, et ça va aller plus vite. Est-ce que ça chauffe? Alors écoute, je serais bien mal de te le dire, parce que comme tu viens de le recevoir, donc tu n'as pas eu le temps de voir s'il chauffait. Ne le fais pas. Alors ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième, c'est que tu voulais nous parler aussi de quelques nouveautés de ce CES. Oui, alors il y a plein de choses, alors, notamment dans le gaming, on va continuer. Je l'ai un peu abordé, mais alors ça a été la déferlante, hein, et notamment au niveau des portables. C'est ça qui est très rigolo. C'est que toutes les annonces qui ont concerné le PC de bureau, c'était fin d'année dernière, et là, pour ce CES, paquet sur le PC portable. Donc Intel a annoncé 3 nouveaux processeurs pour des ultra fin de gaming, les H35 3. Voilà, il y a 3 processeurs, un Core i5, 2 Core i7, dont un en édition spéciale, donc qui va aller un peu plus vite, etc. Ça, c'est vraiment une tendance de fond. C'est des processeurs qui ne sont pas censés consommer énormément et qui, justement, sont faits pour rentrer dans ce type de machine. Ça, c'est les H35 d'Intel. Tout à l'heure, je vous en parlais, il y a aussi les Ryzen 5000 d'AMD. Alors là, AMD, ça a été... alors, tu veux quoi ? Je t'en mets combien? 14, pas de problème, je les ai. Ça me fait plaisir. Allez, banco, ça me fait plaisir. Donc, ils ont sorti 14 puces qui se subdivisent en 2 grosses catégories, on va dire. Donc, les puces pour les machines, on va dire, gaming, polyvalentes, bureautiques à la maison, et puis pour les ultras. Voilà. Il faut mieux faire du sur-mesure. Donc voilà. De toute façon, AMD est quasiment connu pour ça, puisque c'est eux qui font les puces sur mesure pour les consoles. Voilà. Donc ça, c'est les Ryzen 5000. Les plus puissants, ce seront HS, H, HX, et les basses consommations, ce seront les U. Voilà. Et il y a tout un tas de super articles à les retrouver sur 01net, dans lesquels on aborde tout ça en détail. Et puis on ne pouvait pas ne pas en parler. Nvidia a sorti une nouvelle famille de processeurs pour PC portable, les RTX 3000, donc des GPU, encore une fois, des cartes graphiques. Donc là, on va avoir 3060, 3060 basse consommation, 3070, 3070 basse consommation, 3080 et 3080 basse consommation. Et donc tout ça, ça arrive là dans les PC qui sortent là tout de suite. C'est-à-dire que les premiers PC sont arrivés dans les rayons il y a quelques jours à peine, là au tout début de semaine, et les lancements et les approvisionnements sont prévus jusqu'à fin mai. Mais ça ne sera pas avec cette finesse et ce poids, c'est-à-dire... Tu en trouveras avec cette finesse et ce poids. Ah d'accord, ok. Chez MSI notamment, en 15 pouces. Voilà. Aussi fin, un peu plus grand mais aussi fin, 15 pouces. Donc c'est la réponse de Nvidia à AMD, on est d'accord? C'est pas tout à fait ça parce qu'en fait, Nvidia a quand même encore le monopole de la carte graphique sur les PC portables. Donc tu vas trouver des configurations avec processeur AMD et carte graphique Nvidia. Ah oui, bien sûr, puisque les deux sont compatibles. Tout à fait, voilà. En tout cas, pour tout ce qui va toucher au gaming. Après, pour les machines un peu plus classiques, il n'est pas dit que tu n'aies pas qu'un processeur AMD qui, effectivement, et on va le rappeler, tout comme la plupart des processeurs Intel, ont un contrôleur graphique intégré et donc peuvent afficher tout un tas de choses. Et puis, dernière chose, il faut que je vous en parle rapide, les écrans. Gros chamboulement sur les écrans. Full HD, 4K, et ben non, en fait, on s'est dit finalement, on va s'arrêter entre les deux. C'est le QHD au CES qui est la grosse tendance. Donc le 1440p qui va être la grosse tendance de cette année sur les machines gaming parce que ça monte plus haut en fréquence que le 4K. Ça coûte moins cher à faire. Alors ça monte pas aussi en fréquence que le Full HD. Et c'est tout aussi efficace et surtout avec les puces qu'on a là. C'est vraiment limite la définition parfaite parce que le Full HD ça commence à être limite pas assez pour elle. En quelle dimension ? Alors, tu vas en avoir en 15 pouces majoritairement, mais 14 aussi, et 17. Merci beaucoup, Émeric. Merci, Émeric. Je vous en prie. Toujours un plaisir de te recevoir dans 01 Hebdo. Et on va un paquet de nouveautés. Terminer ce rendez-vous par Jordan qui arrive, Jordan Cossino, bien sûr. Et oui, c'est parti.
Il arrive, il s'installe tranquillement à sa place. Son staff est là, qui contrôle tout, la sécurité. Mon coiffeur, mon maquilleur, évidemment. Comment ça va? Salut, le coiffeur Jordan. qui est parti pisser entre-temps. Mais bon, tout va bien? Tout va bien. Il a bien raison. On est ravis de te revoir. Écoute, pareillement. Alors Jordan, tu es venu avec ta petite sélection. Exactement. Petite sélection de produits Kickstarter un peu sympa. J'ai trouvé des trucs incroyables. Il a fallu faire des choix. Ils étaient beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Beaucoup de produits très sympas. On va commencer tout de suite avec un produit qui s'appelle IQ Vision Check 2, le retour. On avait parlé du premier il y a quelques temps. C'est un produit, alors je trouve assez exceptionnel. Il était au CES virtuel de cette année. C'est un produit qui va vous permettre de tester votre vue. Ah oui. Alors bon, moi on m'a toujours dit qu'il fallait jamais tester sa vue, enfin que les téléphones, enfin les écrans et les yeux, c'était pas hyper pas terrible. voilà. Ouais. Et bien là visiblement si. Vous avez la possibilité avec ce produit. Vous voyez, on a une très belle vidéo de présentation de produit, hein, comme d'habitude. Hein, voilà, il y a une femme qui est dans son bain en train de chiller, et l'autre qui est dans sa voiture paniquée parce qu'elle n'a pas ce magnifique produit. En gros, ça va vous permettre de faire un test de vue depuis votre téléphone. Vous allez avoir donc un petit boîtier qu'on a vu au début qui va vous permettre de réaliser un test et savoir si vous êtes hypermétrope, astigmate, presbyte et j'en ai pas d'autres. Tu peux faire un diagnostic. En fait, ouais, ça va te permettre d'avoir ta maladie d'œil entre guillemets, tu vois, ta typologie d'œil, et tu vas avoir en fait après la possibilité de mettre des lunettes qui te fournissent, des lunettes, on s'en fout, sans verre, tu vois, et ça va te permettre de donner des dimensions précises. Donc tu n'as plus besoin d'aller chez l'ophtalmo. C'est l'ubérisation de l'ophtalmo. C'est l'ubérisation de l'ophtalmo. C'est ça. Je trouve ça assez fou. C'est utilisé. Alors c'est un truc un peu sérieux quand même. Contents, les ophtalmos. Désolé si vous êtes ophtalmo. Enfin, cela dit, à mon avis, ça c'est pas valable en France. Je te dis tout de suite. Non. Je pense pas que ça puisse faire la blague. Ça passe pas les certifications, je pense. Mais c'est un truc sérieux. C'est pas. Ça a été utilisé avec un brevet déposé du MIT. Donc tu vois, c'est pas non plus des touristes. C'est pas moi qui ai codé un truc, tu vois. Si c'est pas cette année, c'est évident que dans quelques années, on aura ça. Oui, parce que l'ophtalmo détecte aussi des maladies plus graves parfois. Il y a la pression, la tension de l'œil, etc. Non, puis ça n'empêche pas qu'on envoie les résultats à un ophtalmo. Oui, après, tu n'es pas obligé de passer par la pile. Et il y a déjà plus de 150 000 tests qui ont été faits. Enfin, le truc fonctionne très bien. Et voilà, ils ont sorti un modèle numéro 2. Tu as de la téléconsultation, tu as plein de choses hyper intéressantes. Alors, il y a un prix, c'est 80 €. Ce qui n'est pas, tu vois, pour un truc que tu peux réaliser plusieurs fois, c'est pas fou. Même pour suivre, tu vois, si ta vue n'a pas évolué. C'est pas mal. Je trouve ça assez. Faut voir si ça marche réellement, mais ça sortira en mai 2021 à peu près, donc dans pas si longtemps que ça. On enchaîne, Jordan. On enchaîne, autre objet. Alors cet objet, si la marque m'écoute, je le veux. Vraiment, je vous le dis. Voilà, je fais ce que vous voulez. Non, il est incroyable cet objet, ça s'appelle Smash. C'est une sorte de rétroprojecteur, mais portatif. Alors on en a vu plein, vous allez me dire, mais celui-là, il est vraiment, je le trouve très sympa. Il a une petite forme conique comme ça, là, j'aime beaucoup. Vous avez plus de 30 applis intégrés, vous avez du Netflix, du Hulu, du Prime. Pas Salto, malheureusement, je suis désolé. C'est vraiment le point faible du produit. Il n'y a pas Salto, je suis navré. Alors c'est éliminatoire. Ouais, je sais. C'est vraiment le seul point qui pêche. J'adore Salto et Captain Marlowe. Non, il était aussi au CES 2021. Arrête, c'est la série préférée de Jérôme. C'est vrai, mais ça m'étonne. Mais c'est un gros succès, Captain Marlowe. Je me moque pas, il y a beaucoup de gens qui adorent. Hein. Bref, vous avez 3 heures d'autonomie en vidéo, 30 heures d'autonomie en musique. Il intègre Alexa. Il est HD. Ça vous fait un écran jusqu'à 120 pouces. Vous avez un petit port HDMI derrière, un petit port HDMI USB devant. Et je trouve ça très cool. Le format est sympa. Alors pourquoi il est si gros? Parce que les vidéoprojecteurs de poche, ça peut être beaucoup plus compact. La différence, c'est que là, tu vas. Donc, c'est aussi une enceinte musicale. Et tu vas avoir des grosses enceintes dedans. Alors, c'est pas du deviané non plus. Mais un bon son. Théoriquement, tu as un bon son. Ils disent que ça réduit l'écho, etc. Après, le son, c'est toujours le même problème. C'est qu'on sait jamais, à moins de l'avoir devant soi, ils peuvent te dire le son est super. Tu vas dire, ok, super. Non, mais avec ce volume, on comprend que. En fait, je me dis, c'est logique. Enfin, c'est pas la taille qui compte. On le sait en audio aussi. Non, absolument. Mais avec cette taille d'enceinte, tu vois, enfin de basse, etc., enfin de caisson, tu peux te dire qu'il y a un son qui est pas mal, tu vois. Après, c'est à tester, mais je trouve que le produit est vraiment un peu excitant, tu vois. C'est connecté, évidemment. Tout est connecté, c'est Bluetooth 5.0, voilà. C'est très sympa, ça s'appelle Smash. Ça a récolté déjà 73 000 $, ce qui est pas mal. Ils en voulaient 9 000 à la base. Et donc là, par contre, le prix, c'est assez cher. On est actuellement, si vous participez au projet, c'est toujours pareil sur les plateformes, c'est moins cher, c'est 371 €. Mais sinon, c'est 600 € quand même. Donc c'est pas donné. Et ça arrive en juin. Et ça arrive en juin, donc. Voilà. C'est pour ça, si la marque nous écoute, avec grand plaisir pour l'essayer. Peut-être que c'est pas bien, mais au moins, en tout cas, il est un peu excitant le produit et il a l'air très cool.
cool. Mais il y a un assistant vocal, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, t'as Alexa intégré, c'est ça. Donc non, je me dis, ça peut être sympa. Mais ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a vraiment une démocratisation de ces petits projecteurs, alors qu'ils ne sont pas forcément d'une qualité monstrueuse. Mais on trouve des trucs à 100 balles, quoi, qui pour une chambre d'ado. Si vous n'avez pas un gros budget, ça peut. Alors évidemment, c'est pas incroyable. Non, mais bien sûr. Au truc. Mais pour faire une petite projection de jeux vidéo ou de regarder une série, pourquoi pas. Il faut se méfier des produits vraiment très bon marché parce qu'au bout de 6 mois, t'as plus rien. Non, mais tu sais qu'il y a des trucs à 100 euros qui franchement font la blague. Vraiment. Faudrait qu'on en essaye d'ailleurs, c'est une bonne idée. Dernier produit, alors là par contre, voilà, là je ne le veux pas. En fait, il est cool, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on n'a pas franchi un cap? Ça s'appelle Spraycare. Spraycare, c'est une Apple Watch, un peu dans le même style, sauf que là, ça va pas vous donner un peu vos infos sur vous, ça va cracher un gel bactéricide pour désinfecter absolument tout ce que vous avez autour de vous. Donc en fait, on va le voir dans la vidéo un peu plus tard, donc tu mets ton bracelet au poignet et comme Spider-Man, tu craches ton liquide sans autre. Mais les mecs sont fous. En même temps, je trouve ça génial et en même temps, je trouve ça dramatique qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire que dans la vidéo, tu vois que le gars désinfecte la barre de métro, il arrive, il fait comme ça, voilà, et il met sa main. Enfin, l'idée est pas bête, mais je trouvais le produit assez original. T'as 5 millilitres de contenance, donc bon. C'est rien. Bah, tu peux pas pchiter toute la journée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut recharger. Mais t'as un petit bouton où t'appuies sur le bouton, ça crache ton truc là. Le jet quand même, ça m'a fait rire parce qu'il fait quand même 12 cm de long et 6 cm de large. Donc c'est quand même tu t'en mets partout. Ah ouais, voilà, oui, tu nettoies bien quoi. Et donc voilà, je trouvais le produit assez fou. Faut savoir que ça sert aussi pour ils disent que tu peux t'en servir pour de l'aromathérapie, tu peux mettre des huiles essentielles dedans. Les produits désinfectent vraiment? Après, c'est toi qui mets ton produit. Ils te vendent un produit. Ils te vendent pas le produit qui va avec? Alors, ils ont fait un produit qui, soi-disant, est plus compatible avec le truc, mais théoriquement, c'est censé marcher avec tous les gels bactériens. Tu peux mettre du lacrymogène aussi, non? Oui, bah après, on va pas donner des mauvaises idées, mais oui, tu peux mettre de la bombe au poivre. Pour te protéger et tout. Oui. Mais parce que comme il habite en banlieue, c'est vrai que le soir. Jérôme, dans le 16e arrondissement, les bandits rôdent. Les bandits rôdent. Mais plus sérieusement, non, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Attention, bandits. Ça marche pas. C'est Jordan qui m'a dit ça marche pas. Ma fille aurait ça, ça me rassurerait. Après, les utilisations sont diverses. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre du ketchup si tu veux saucer tes frites, tu vois. Non mais là, je retrouve bien Jordan Cossillo. Voilà, il y a toujours un lien avec la bouffe. La bouffe n'est jamais très loin. Sauce soja. Sucré. Mais voilà, faut le recharger. Par contre, faut faire attention de temps en temps en USB-C. Mais voilà, je trouvais le produit assez rigolo, mais ça te permet de désinfecter un peu tout et n'importe quoi. Un produit qui coûte une 50aine d'euros quand même. Mais bon, c'est rigolo. On rigolait au départ. Finalement, on a trouvé plein d'applications. Bien sûr. Et ça a coûté 48 000 euros quand même. Faut se dire que c'est français? Non, c'est pas français. Non, ça va. Ils sont fous. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que ce soit pas français. Ils sont fous, mais pas à ce point-là. Merci Jordan pour ta petite sélection, très sympa. Et on va terminer ce 01 Hebdo, bien sûr, avec notre question 01 Hebdo Orange. Avez-vous acheté plus de produits high-tech depuis la pandémie? Puisqu'on a vu tout ça pour rebondir en fait aux excellents résultats financiers d'Apple et de Microsoft notamment. Eh bien, regardez, oui. 48,2, non, 51,8. Donc c'est dans un mouchoir de poche. C'est dans un mouchoir de poche. C'est assez intéressant. Vous avez toute une semaine pour voter, bien sûr, le hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange, sur le compte Twitter de 01 TV. Voilà, merci de nous suivre, merci d'être fidèles chaque jeudi et puis tous les autres jours de la semaine pour toutes les émissions que vous pourrez trouver sur 01net TV. Sur 01 TV, pardon. Voilà, 01 TV, à la fois sur 01net.com, sur la chaîne YouTube 01 TV, sur les box aussi, Freebox, SFR Box, Orange, et puis FranceSat aussi. Portez-vous bien, à très vite. Salut à tous.